Alain Finkielkraut, vous êtes en Israël depuis quelques jours à l'invitation de l'Institut français pour donner des conférences et vous avez donc vécu aux côtés des Israéliens cette deuxième attaque en l'espace de quelques mois hors norme, l'attaque venue d'Iran après celle du 7 octobre. Fort heureusement, il n'y a pas eu le même bilan cette fois. Qu'est-ce que vous avez ressenti en étant justement au moment de cette attaque présent en Israël ? Écoutez, j'étais en Israël. Je n'ai pas été réveillé, bizarrement, parce qu'il y avait des avions qui passaient. Évidemment, quand j'ai appris que plusieurs centaines de drones et de missiles avaient été lancés vers Israël, j'ai été affolé, mais d'un autre côté, j'ai été rassuré et impressionné par le fait que toutes ces armes aient été interceptées et aussi par la coalition, par l'alliance qui s'était tissée pour répondre à l'agression iranienne, Israël bien sûr, les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne, la France, la Jordanie et, dit-on, l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec un ancien chef d'état-major qui m'a dit que, à ses yeux, Israël ne devrait pas riposter. La riposte, ça a été justement l'interception. Et il dit ce serait l'issue raisonnable parce que cette alliance a quelque chose d'inespéré, elle sort Israël d'un terrible isolement diplomatique, elle doit donc être à tout prix renforcée, consolidée, et peut-être faut-il prendre une série de mesures diplomatiques contre l'Iran. Mais, a-t-il ajouté, ce serait l'issue raisonnable, mais le gouvernement d'Israël est-il raisonnable ? C'est sa réponse. Moi, je n'ai pas assez d'éléments pour la faire complètement mienne. J'ai été quand même touché par la force de l'argumentation. Alors c'est vrai que ça fait 2 attaques hors du commun en l'espace de quelques mois, ce qui pose toujours la question de savoir pourquoi Israël suscite à ce point cette haine. Certains disent c'est l'antisémitisme, c'est la position de Netanyahou. Lui, il dit tout cela vient de l'antisémitisme. C'est votre sentiment aussi ou pas ? Alors, les choses sont un peu compliquées. Bien sûr, le Hamas est animé par la haine des Juifs, pas des Israéliens, des Juifs. Et les pogroms du 7 octobre était un message génocidaire adressé à une population que l'on veut voir disparaître. Et il s'agit en effet de libérer la terre musulmane de la présence juive. Donc ça, c'est absolument clair. D'un autre côté, on voit la haine antisémite se rallumer depuis le 7 octobre et surtout depuis le commencement de l'invasion de Gaza, en Europe, dans tous les campus occidentaux. C'est une haine antisémite d'autant plus difficile à combattre qu'elle ne parle pas le langage du racisme, mais celui de l'antiracisme, qu'elle n'est pas fondée sur l'oubli de la Shoah, mais sur le plus jamais ça, puisqu'Israël est accusé de génocide. Donc les nazis, maintenant, ce sont les juifs. Voilà ce qui nourrit un antisémitisme d'extrême gauche, et notamment représenté en France par la France insoumise. Mais j'ai senti qu'il y avait aussi une autre douleur en Israël. Face à cette haine, l'unité, évidemment, israélienne prévaut. Israël découvre qu'il est vulnérable. Malheureusement, ils ne peuvent pas éprouver longtemps le réconfort de l'unité, la consolation de l'être ensemble. Moi, je suis venu ici, c'était la première fois depuis le 7 octobre, pour montrer ma solidarité à Israël. Mais la question s'est tout de suite posée à moi. De quel Israël suis-je solidaire ? De l'Israël des manifestants qui scandent samedi après samedi Bchirot Arshav, des élections maintenant, ou de l'Israël de ceux qui, avec Smotrich et Ben Gvir, se déchargent du fardeau de l'universel et du souci de la justice au nom de la promesse que Dieu leur aurait faite. Je dirais même, de manière très abrupte, très brutale, qu'aujourd'hui, en Israël, 2 judaïsmes se font face.
le judaïsme, par-delà l'opposition entre un croyant et craignant Dieu. Le judaïsme de la justice et le judaïsme de la promesse. Et j'ai le sentiment qu'ils sont aujourd'hui irréconciliables. Donc c'est ça qui est très douloureux. Un pays qui en bute à une haine sinon universelle, du moins très répandue, qui devra peut-être se battre sur de nouveaux fronts, toujours de nouveaux fronts, et qui en même temps ne peut pas être uni. Un pays divisé. Et ça, c'est très douloureux pour eux à vivre. Ils me disent que c'est la pire période de l'histoire, et pour moi, à en être le témoin. Mais est-ce que c'est pas aussi, finalement, dans l'essence même de toute démocratie, cette division? C'est vrai qu'il y a eu une unité immédiatement après le 7 octobre, qu'elle a duré quelques mois. Là, aujourd'hui, elle s'effrite, peut-être parce que les otages ne sont pas revenus, qu'il y a une sorte d'exaspération aussi face à la longueur de cette guerre. Oui, bien sûr, exaspération. Les otages ne sont pas revenus. Donc l'armée n'a pas pu accomplir l'une de ses missions, mais d'un autre côté, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà, je veux dire, y a-t-il un projet, y a-t-il un programme du côté du gouvernement? On ne le voit pas venir. Et il est vrai, vous avez raison, c'est ce que disait Alfred Sauvy. La démocratie, ce n'est pas de savoir s'entendre, c'est de savoir se diviser. Mais je pense que les Israéliens ne savent plus se diviser. Cette division est très dure, très violente, quasi insurmontable. Ces gens ne se parlent plus, et c'est vrai, ce sont deux modalités de l'être juif qui sont en cause. Mais écoutez, je vous donne un petit exemple. On a appris, vous en avez sans doute parlé, qu'un prisonnier arabe israélien, le plus vieux prisonnier arabe israélien, était mort. Il devait être libéré il y a 2 ans. Il ne l'a pas été sous prétexte qu'il avait fait de la contrebande de téléphones portables. Et la police est entrée dans le domicile de ceux qui le pleuraient et pour démolir les tentes prévues pour le deuil. Et c'est la police d'Itamar Ben-Gvir. Et là, je me dis, d'un seul tenant, ce n'est pas juste, ce n'est pas juif. Voilà, voilà. Donc c'est aussi ça, même si c'est aussi ça la réalité. Avait commis un meurtre qui avait particulièrement choqué à l'époque. Il avait participé, oui. Oui, il avait fait 40 ans de prison. Et bien, on détruit pas les tentes. Voilà, bien sûr. Non, mais je ne dis pas, je n'en fais pas un héros. Je n'en fais pas même une victime exemplaire. Je dis que c'est un comportement tout à fait singulier, et on peut vivre ça non seulement comme une différence, une divergence, mais aussi d'une certaine manière comme une trahison de la judéité. Le judaïsme, c'est pas... La loi du talion a toujours été quand même aussi un élément d'Israël et du judaïsme. C'est vrai qu'Israël a toujours riposté quand elle... Bien sûr. C'est ce qui se passe depuis le 7 octobre. Le Hezbollah, j'ai rien à dire. La riposte. Moi, ça, je ne dis pas. Il fallait mener cette guerre. Est-ce que il est indispensable aujourd'hui d'envahir Rafah? Je ne le sais pas. On parle de victoire absolue. Hannah Arendt l'a bien dit. L'introduction de l'absolu en politique et la perdition de tout un chacun. Il n'y a pas d'absolu en politique. Donc tout cela, je me pose des questions. Mais bien sûr qu'il faut riposter. C'est même, comment dire, l'acte de naissance d'Israël. C'était terrible. Un pogrom a eu lieu, un gigantesque pogrom, dans un pays créé pour que ce ne soit plus possible. Il était donc indispensable de répondre. En revanche, ce prisonnier, c'était pas une riposte, c'était tout autre chose. Alors, c'est vrai que ce qui aussi peut choquer les Israéliens aujourd'hui, c'est de voir à quel point, et vous en avez parlé tout à l'heure, ils sont devenus non plus les victimes qu'ils étaient le 7 octobre, mais les criminels. Et ça, notamment, c'est très vrai en France aujourd'hui, où il y a un parti politique, un LFI, pour ne pas le citer. Je l'ai dit, oui. Qui fait passer Israël pour le criminel absolu. Non, mais ça a commencé en 1967. Israël, avant 1967, était un pays aimé parce que c'était la nation des pionniers, qui impressionnait beaucoup, les tomates qui faisaient fleurir des tomates dans le désert, et c'était vrai en plus, les kibboutz, et le pays des survivants,
des réfugiés. En 67, tout a commencé à changer, puisque Israël a gagné cette guerre et c'est devenu, pour son malheur, une puissance occupante. Et donc, le cheminement de la victime au bourreau a commencé à ce moment-là, et il trouve son apothéose depuis le 7 octobre, avec la nazification d'Israël, l'absurde accusation de génocide. C'est terrible à vivre, et c'est extrêmement inquiétant, parce que au nom, justement, de cet antiracisme et de cet antinazisme, des Juifs sont inquiétés, des Juifs sont molestés, des Juifs sont insultés et harcelés. Voilà la situation. Et en plus, cela ne vient plus de l'extrême droite, cela vient d'une grande partie de la gauche, woke, et donc de l'intelligentsia, de l'élite des campus. Ce sont des étudiants américains qui déchirent consciencieusement les photos des otages. Vous vous rendez compte ? C'est absolument extraordinaire. On n'imaginait pas revivre une chose pareille, mais c'est ainsi. Ouais. Alors justement, ici en Israël, beaucoup de gens, et malheureusement de victimes des attaques du 7 octobre, ont immédiatement fait un comparatif avec ce que les Juifs avaient vécu pendant la Shoah. Et ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, ce à quoi vous faites référence, c'est le même antisémitisme totalement décomplexé qui existait dans les années 30. Pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez, c'est pas du tout le même. Mein Kampf, que dit Hitler ? Hitler dit des Juifs que ce sont les empoisonneurs de la race blanche. Que dit le nouvel antisémitisme ? Les Juifs sont les incarnations, sont l'avant-garde de la race blanche. Ils sont des Blancs colonialistes, des Blancs impérialistes. Voilà, c'est ça qui leur est reproché. Dans ce climat woke qui fait du blanc occidental le coupable de tous les maux. Et le super blanc, c'est aujourd'hui, à travers Israël, le juif. Donc on est aux antipodes de l'antisémitisme des années 30. Mais l'antisémitisme a une capacité de renouvellement absolument inouïe. Alors, aujourd'hui, on voit bien que l'idée de la paix, surtout en Israël, la paix avec les Palestiniens, a reculé. Même à gauche, on a entendu, parce que dans ces kibboutz qui ont été attaqués, il y avait beaucoup de gens qui avaient cet idéal de paix, justement, et qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de tout cela. Est-ce que vous pensez que cette idée peut revenir de nouveau ? Il faudra Je pense qu'elle reviendra, d'une certaine manière, si, comme il est probable, les monarchies du Golfe prospèrent, prennent en charge la reconstruction de Gaza. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Oman, il vaudrait mieux éviter le Qatar. Parce que elles le feront, ces monarchies, à une condition. D'abord, à deux conditions. Que l'autorité palestinienne soit autorisée à revenir à Gaza. Deuxième condition, qu'Israël inscrive à son agenda, à son programme, la création d'un État palestinien. Non pas pour demain, ni même pour après-demain. Et cela, je pense qu'il serait sage qu'Israël l'accepte. Bien entendu, avec toute la méfiance requise, parce que je le comprends bien. Après le 7 octobre, on s'est dit, bon, il faut absolument séparer ces deux peuples. C'est la paix de la séparation. C'est de ça. Mais on s'est dit en même temps, cette séparation nécessaire est impossible, parce que le Fatah peut prendre le pouvoir en Cisjordanie. Donc c'est une situation tragique. Simplement, les États alliés à Israël, s'ils sont investis dans la reconstruction de Gaza, le demanderont ce geste, demanderont cet horizon à Israël, et Israël serait bien inspiré d'accepter en dépit d'une méfiance absolument légitime. Mais d'un autre côté, que dire aussi de ces habitants d'implantation qui vont commettre de véritables pogroms. C'est à Ouara, c'était ça. Ouais. Bon, c'est quand même extrêmement minoritaire, parce que chaque fois, je sais bien que c'est évidemment c'est inacceptable, mais c'est toujours extrêmement grossi
C'est peut-être on exagère. Ouais. D'un autre côté, il y a eu des représailles assez effrayantes après la mort atroce, l'assassinat de l'adolescent israélien. Et à Ouara, qui a parlé de pogrom? Le chef de la sécurité de Tzahal. En Cisjordanie. Donc ça existe. Bien sûr que c'est minoritaire, bien sûr. Mais d'un autre côté, ça explique aussi une partie de l'inaction du gouvernement israélien. Parce que si à un moment donné, il faut démanteler certaines implantations, on sait que les plus radicaux de ces habitants d'implantation prendront les armes. Et cela, personne ne le veut. Donc ça paralyse aussi l'initiative des gouvernements, de quelque tendance qu'ils soient. Ouais, mais on est quand même toujours sidéré quand même par l'horreur qu'ont vécu les Israéliens dans ces kibboutz le 7 octobre dernier, et le procès qui est fait. Il y a quand même une disproportion. Mais je suis tout à fait d'accord. Et bien entendu, d'ailleurs, l'horreur est oubliée au profit de la comptabilité. Il y a eu, en comptant les blessés, 1400 victimes. Et puis à partir du moment où ce chiffre a été dépassé par la guerre que mène Israël à Gaza, c'était fini. C'était fini. Et maintenant, le Hamas parle de 30 ou de 32 000 morts. C'est soudain un génocide. Et ceux qui parlent ainsi ne veulent plus entendre parler du 7 octobre. On a même vu des manifestations féministes à Paris, des femmes de groupes qui voulaient rappeler les viols qui ont eu lieu au Hamas et qui ont été chassés au cri de sionistes fascistes, c'est vous les terroristes. Et la police a dû les exfiltrer. C'était le 8 mars, la journée des femmes. On a vu ce qui s'est passé à Sciences Po, un amphithéâtre envahi, l'amphi Boutmi, devenu amphi Gaza, pour dénoncer une guerre génocidaire. Ça n'avait aucun sens, sinon celui de stigmatiser les étudiants juifs de Sciences Po et à travers eux, tous les juifs attachés à Israël, c'est-à-dire la très grande majorité des juifs dans le monde. Merci beaucoup, Alain Finkielkraut. Déjà, on ne s'ennuie pas avec vous, c'est vrai, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais il y a une actualité qui nous attend aussi. En tout cas, merci d'être venu dans le studio d'I24 News à l'occasion de votre venue en Israël. On va montrer aussi la couverture de votre dernier livre, Le pêcheur de perles, qui va apparaître à l'écran. Voilà, tout de suite. Merci en tout cas d'être venu donc nous donner votre ressenti, puisque c'était la première fois que vous veniez depuis les attaques du 7 octobre.